Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit Paul Ricard. C'est la 8e édition de l'épreuve des 10 000 tours du Castellet, le rendez-vous de fin de saison des voitures de course historiques. Alors pour 2 jours fantastiques, c'est parti! Au programme de cette émission, un retour sur l'épreuve des 10 000 tours du Castellet avec une présentation des différentes compétitions, une interview de 2 célèbres pilotes de course d'endurance et 2 reportages sur nos 2 voitures coup de cœur, la Cobra Shelby 427 compétition de 1965 et la Homet TX de 1968. Bonjour Patrick, merci de nous consacrer quelques minutes sur cette épreuve des 10 000 tours. On voulait juste que vous nous présentiez cette épreuve qui a lieu sur le circuit du Castellet. On a commencé à organiser ça il y a 8 ans je crois maintenant. Et traditionnellement on est en septembre, début octobre. Là cette année on est très content, on a presque 300 voitures dans 7 plateaux différents. Avec des concurrents qui viennent d'un peu tous les pays d'Europe, puisque on a 50% de Français, mais on a beaucoup d'Anglais, Belges, Espagnols, Suisses, etc. Donc ça se développe bien, on est très content. Tous les ans on grandit un petit peu, donc l'année dernière on a fait venir pour la première fois les groupes C qui commencent à bien s'installer. Et puis on voulait un plateau de monoplace et donc on a commencé à travailler avec les Formule 2 en début d'année. On est encore sur des petits plateaux parce qu'il faut 2-3 ans pour monter un plateau. Donc on a une douzaine de voitures là, mais on est très confiant, ça va grandir pour l'an prochain. L'objectif c'est d'avoir 20-25 voitures l'année prochaine. Pour cette 8e édition des 10 000 tours du Castellet by Peter Otto sur le circuit Paul Ricard, plus de 240 voitures historiques de compétition des années 1960 à 1990 se sont affrontées dans 6 compétitions différentes. La classique Endurance Racing, rétrospective des courses d'endurance disputées entre 1966 et 1981. Elle se compose de 2 courses avec plus de 50 voitures au départ pour chaque course. La CER1 avec des GT de 1966 à 1974 et des prototypes de 1966 à 1971 et la CER2 avec des GT de 1975 à 1981 et des prototypes de 1972 à 1981. L'Héritage Touring Cup avec des voitures de tourisme de 1966 à 1984, la 60s Endurance avec des voitures de sport d'avant 1963 et des GT d'avant 1966, le Trofeo Nastro Rosso avec des voitures de sport et des GT italiennes d'avant 1966, le groupe C Racing avec les voitures les plus rapides du week-end à plus de 330 km/h dans la ligne droite du Mistral, des prototypes de 1982 à 1993 qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages des 24 heures du Mans. Pour cette édition 2017, vous personnellement, il y a quelques coups de cœur voiture ? Oui, il y a des coups de cœur. J'aime pas trop les donner parce qu'il y a toujours des concurrents après ça qui pleurent en m'expliquant que leur voiture est la plus belle. Non, mais c'est vrai que là, par exemple, on a la Homet à turbine, qui est quand même un engin tout à fait exceptionnel. Alors on va en donner juste une, donc on va donner juste celle-là. Mais ça, c'est quand même très très rare d'avoir l'occasion de voir une voiture à turbine et surtout de l'entendre démarrer. Nous sommes allés à la rencontre de Xavier Micheron, propriétaire et pilote de cette exceptionnelle Homet TX de 1968 et d'Olivier, son mécanicien. Alors la voiture est une Homet TX 68 de 1968. Alors TX c'est pour turbine expérimentale puisque cette voiture a la particularité d'être motorisée par une turbine d'hélicoptère. Ce modèle a couru en fait pendant 1 an. Puisque à l'issue de l'année 68, de la saison 68, le sponsor principal qui a donné son nom à la voiture, Homet, a été vendu à Péchinet
Et donc les vivres ont été coupés et il se trouve aussi que Ferrari et Porsche avaient porté réclamation pour éviter que les turbines prennent trop d'essor. Donc à l'issue de la saison 68, en fait du Mans 68, les voitures ont été arrêtées. Il y a le châssis 2 que je possédais précédemment qui a été transformé en speeder et qui a été utilisé par Ray Penstal qui avait été l'un de ses développeurs et le chef de team et pilote. Donc il a utilisé la voiture en speeder pour battre des records de vitesse qu'il a obtenu d'ailleurs, qu'il a battu en 69 et puis après ça a été la fin. Parce qu'en fait cette voiture a une modification assez importante qui est faite au niveau de la turbine, ce qui fait que la voiture en réalité n'a aucun temps de réponse. Donc ça il y a une idée reçue par rapport à ça, parce qu'effectivement une turbine d'hélicoptère a un temps de réponse, mais là en l'occurrence la Homet est la seule voiture qui avait résolu ce problème par un système assez ingénieux de bypass dont on vous fera la présentation un peu plus tard. Et il se trouve que les turbines en fait avaient dû être restituées puisque c'était vraiment au tout début et il y avait secret défense en fait. Elles avaient été prêtées pour ce programme, mais dans le deal avec l'armée, il était prévu qu'à la fin elles soient restituées. Et c'est la raison pour laquelle quand j'avais acheté la première voiture, je l'avais achetée avec une turbine non modifiée. Ce qui veut dire que les modifications avaient été perdues, littéralement. Et il a fallu 2 ans de travail de recherche, d'interview, de la fille de Ray Penstal, parce que Ray Penstal était décédé, des personnes qui étaient chez Allison mais qui n'avaient plus vraiment d'archives, etc., pour retrouver ce qu'il fallait faire. Et la grande difficulté ensuite a été de trouver des personnes qui voulaient bien faire ce qu'on acceptait de faire à l'époque, c'est-à-dire trouver la turbine. Et je dirais qu'on a mis à nouveau 1 an pour rencontrer la bonne personne, qui est Olivier, qui a donc modifié la turbine en fonction d'un cahier des charges qu'on avait réussi à reconstituer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rouler au Mans classique et dans différentes courses avec la première voiture que j'ai eu l'erreur de vendre. Et finalement, son constructeur qui est Bob McKee m'a vendu la dernière voiture qu'il avait. Et donc c'est la raison pour laquelle on est très content avec Olivier de revenir avec la châssis numéro 4 et de se régaler tout simplement parce que c'est un vrai bonheur. Hein. Là tu t'es régalé sur ce circuit Paul Ricard ? Ah bah oui, le circuit est magnifique. C'est une voiture par rapport aux autres voitures que je pilote qui a un univers totalement incroyable. Le tableau de bord, c'est un tableau de bord d'avion, on a des maneaux d'hélicoptère, il y a le bruit exceptionnel. Et puis bon, ça il faut pas le dire, mais c'est vraiment une voiture de feignant parce qu'en fait il n'y a rien à faire. Il faut accélérer, freiner, tourner le volant, donc c'est la voiture la plus facile que j'ai jamais conduite en réalité. Donc, on a le plaisir d'apporter une pièce vraiment unique et ça fait aussi partie dans ces meetings historiques. Ça fait vraiment plaisir de partager ça aussi avec tous les passionnés et puis de rouler avec d'autres voitures exceptionnelles comme les Alpha 33 qui sont là aujourd'hui, les Ferrari 512. Donc voilà, c'est une fête. Cette voiture, inscrite en CER2, a malheureusement dû abandonner suite à un problème de transmission. En CER2, une petite voiture s'impose, la Lola T212 de 1970, avec un moteur fort de 1800 cm3 FVC, devant la Lola T70 MK3 de 1968, un moteur V8 Chevrolet 5000 cm3 de Claude Naoum et Bernard Thuner. La 3e place revient à la Chevron B19 de 1971, elle aussi équipée d'un moteur fort de 1800 cm3 FVC. La 4e place revient à la mythique Ferrari 512M de 1970, la numéro 117, un moteur V12 5000 cm3 de Carlos Monteverde et de Gary Pearson. En CER1, la victoire revient à la numéro 14, la Toge CS303 de 1978, équipée elle aussi d'un moteur fort de Cosworth de Formule 1. Dominique Guéna, pilote suisse qui a gagné son plateau en Le Mans Classique, a fini 2e de cette course sur sa Lola T286 de 1976, un moteur Ford Cosworth DFV, après une superbe remontée suite à 2 sorties de route.
Sur ce plateau, nous sommes allés à la rencontre de Derek Bell et d'Emmanuel Pirot, tous deux quintuples vainqueurs des 24 heures du Mans. Le pilote anglais a couru sur la rare Alfa Romeo 33 TT12 numéro 76 à moteur 12 cylindres à plat de Formule 1 et le pilote italien sur une autre Alfa Romeo 33, la numéro 51 plus ancienne, équipée d'un V8 de 3000 cm3. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous prenez du plaisir à être là aujourd'hui tous les deux? Derek? C'est très spécial parce que nous avons passé beaucoup de temps ici pendant les années parce que Louis avec Audi avait gagné Le Mans 5 fois, moi j'ai gagné Le Mans 5 fois, mais nous avons fait tous les essais de endurance ici à Paul Ricard. Tous les jours, si le moteur casse, on commence le 24 heures encore, jusqu'à on peut faire 24 heures. Pour ça, cette circuit, c'est un peu spécial pour nous. Derek, vous pilotez quelle voiture sur ces 10 000 tours? La voiture ici, Oui. c'est l'Alfa Romeo T33 avec Pescarolo, Henri Pescarolo. J'ai conduit avec lui avec cette voiture. Nous avons gagné le championnat du monde d'endurance en 1975. Before Christ, avant Christ. C'est impossible avec un Italien. Emmanuel, s'il vous plaît, pareil, les impressions sur cette journée-là? Derek, il a 1 ou 2 années plus âgé que moi. Et quand j'étais un enfant, j'ai rêvé d'être un pilote comme lui, comme Jackie X. Et ces voitures sont les voitures qui nous ont fait rêver. Et c'est bien parce qu'il y a des gens avec une passion, avec de l'argent qu'ils peuvent le remettre dans un bon état. Parce que chaque morceau de métal, si est vieille, c'est triste. Une voiture dans un musée, c'est pas la même chose qu'une voiture dans un circuit. Et ça, c'est vraiment une belle chose pour faire vivre un peu les années passées. Emmanuel, vous courez sur quoi pendant ces 10 000 tours? J'ai pas la chance de Derek parce que je courais pas sur une voiture que j'ai utilisée à l'époque, mais c'est une Alfa Romeo 3 ans plus vieille et plus âgée de celui que Derek conduire. Et une Alfa 3 litres, c'est des morceaux de technologie de l'époque avec une charme italien parce que ce sont des voitures, disons, qui fonctionnent pas toujours parfait parce qu'on est comme ça. Mais c'est aussi un plaisir de conduire parce que les voitures modernes, ils sont super vite et je ne vais pas dire mal de les courses modernes. Mais à l'époque, tu peux conduire un peu avec que la voiture glisse un peu, la perfection n'était pas là et avec un peu de style, tu peux même rattraper la voiture. Et pour moi et pour Derek, on n'est pas ici ni pour gagner, ni pour démontrer qu'on est mieux que les autres. Je pense qu'on est ici pour le plaisir de conduire et pour le plaisir de glisser la voiture. C'est ça. On continue notre rétrospective des résultats des différentes courses du week-end avec l'Héritage Touring Cup. Victoire de la numéro 73 de Christian Trabert, une BMW 3 CLS de 1973, après l'abandon de la Ford Capri 3100 RS de 1974 de Gérard Lopez et Richard Midden, qui avaient pris la pole position aux essais qualificatifs. À la seconde place, on retrouve la numéro 178 de David Tomlin, la Ford Escort RS Zaxpeed de 1975, et à la troisième place, la numéro 32, la Ford Capri 2600 RS. A noter la 19e place et la victoire de classe pour la Ford Mustang numéro 65, pilotée par Éric Roturier et Jules Gounon, champion ADAC GT3 2017 en Allemagne, avec la Corvette du Team Callaway. La Trofeo Nastro Rosso a été remportée par la Ferrari 275 GTB de Vincent Gaille, après l'abandon de la Ferrari 250 LM de Carlos Monteverde. Dans la catégorie 60s Endurance, la course a été dominée par 5 AC Cobra aux 5 premières places, dont la très rare AC Cobra 427 à moteur 7000 cm3, arrivée en deuxième position.
Nous sommes allés à la rencontre de son pilote et propriétaire Alain Ruedé pour en savoir plus. C'est alors une Cobra de 1965, une 7 litres, une 427 avec un carter sec, avec un moteur avec plus d'huile et plus de refroidissement comme ça. C'est une voiture qui était achetée par Carroll Shelby ou envoyée aux États-Unis en 65 comme démonstrateur. C'est la voiture d'origine de publicité qui a été utilisée pendant 2 ans par Shelby lui-même pour des expositions et mis à proposition aux représentatifs pour la compagnie Ford, Ray Geddes. Comment ça se fait que du coup, elle peut aujourd'hui être en compétition sur le circuit européen, parce qu'à la base, elle n'était pas homologuée pour les compétitions européennes? C'est juste, c'est une histoire très compliquée parce que tout le monde m'a dit les dernières années que c'était absolument impossible d'homologuer une voiture 7 litres parce que Carroll Shelby n'avait pas réussi à construire les 100 exemplaires demandés de l'FIA à temps pour la saison 65. Il en avait seulement 55 quand la FIA est venue contrôler ça aux États-Unis, à Los Angeles. Pourtant, 3 mois plus tard, la FIA a changé le nombre de voitures demandées à 50. L'idée, c'était d'homologuer une voiture et de prouver qu'une voiture 7 litres avait fait une course internationale en 65. Et c'est juste qu'elle n'a pas fait de course FIA en 65 sur circuit, mais en Suisse, nous avons eu la course de côte de Holland-Villars et c'est la seule course internationale qu'une 7 litres a fait en période. C'était l'équipe Filippinetti, bien connue de Genève, qui a fait la course avec Pete Ettmüller au volant. Ils ont été classifiés et puis ça compte comme preuve que la voiture a roulé en 65 à une course FIA. Et c'est comme ça qu'on a réussi à homologuer la voiture. Et nous avons contact avec le propriétaire du vrai châssis qui a roulé à Holland-Villars. Et il nous a aimablement donné toute la correspondance avec Carroll Shelby de l'époque, avec la facture d'origine de la voiture. Et c'était une des voitures super rares qui était équipée avec le carter sec. Et c'est à cause de ça qu'on a aussi pu faire avec notre voiture un carter sec qui a un grand avantage en course maintenant. Arrivée 6e, la première voiture non Cobra est la numéro 51, une Jaguar Type E 3 litres 8 de 1965, pilotée par Dominique et Maxime Guénat. A noter la remarquable 7e place de la numéro 162, la petite Lotus 15 de 1958, à moteur Coventry, climax de 1500 cm3, pilotée par Dion Kremer et Benjamin Mitchell. On conclut avec le groupe C-Racing et la victoire de la numéro 31, la Mercedes C11 de 1989, qui à l'époque était pilotée par Michael Schumacher et Mauro Baldi, devant la Porsche 962C de Raymond Narac et Michel Lecourt. Le soleil se couche sur le circuit Paul Ricard après un week-end qui nous en a mis plein les yeux. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission M Motors Vintage.